Bienvenue sur le Radiographe, le podcast qui explore le design et qui part à la rencontre des designers d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Camille et Marion, cofondatrices de l'atelier de design graphique commun, d'illustration et de typographie Emballage Collectif. Toutes les 2 semaines, nous vous invitons à découvrir les coulisses du travail d'un ou de plusieurs designers au travers d'une conversation qui retrace les origines de leur pratique, scanne leur démarche, décortique leurs projets et passe leurs petites anecdotes à la loupe. En fait, je sais pas comment dire, mais quand on travaille, on sent quand le projet se renforce ou quand il s'affaiblit. C'est-à-dire que des fois, on a des super idées sur le papier, on les met à l'épreuve. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout, alors que ce serait super, mais ça ne marche pas. Dans ces cas-là, le temps est très utile, parce que justement, le temps, c'est prendre le temps d'accepter de renoncer à certaines choses pour arriver à la chose qui marche, qui fonctionne, où chaque chose renforce le propos. Dernièrement, en nous promenant dans les méandres d'Internet, nous avons découvert le site de l'atelier Césure, un atelier de design éditorial et graphique travaillant sur la mise en forme de textes. Charmés par leur projet dont se dégage une poésie certaine, mais aussi intrigués par la singularité de leurs éditions, nous nous sommes donc rendus dans les coulisses de l'atelier Césure il y a quelques semaines, où nous avons rencontré France Barrois et Grégoire Hénon, tous deux cofondateurs de l'atelier, pour parler ensemble de leur travail. Dans cet épisode, nous parlerons beaucoup du temps. Le temps qu'il faut prendre, le temps nécessaire pour renoncer à certaines idées, mais aussi celui dont on a besoin pour que des projets prennent de l'épaisseur, ou bien encore du beau temps et du mauvais temps. Mais il sera aussi question d'illustration, de rencontres, de l'école de Condé, de genre littéraire et de transmission. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très agréable écoute. France Barrois et Grégoire Hénon, vous êtes respectivement directrice éditoriale et directeur de création de l'atelier Césure que vous avez cofondé en septembre 2016, un atelier d'édition et de communication visuelle. Votre nom n'est pas anodin puisqu'il évoque la coupure d'un mot entre deux lignes, cette pause, ce repos suspensif, qui en édition est marqué graphiquement d'un tiret que l'on retrouve d'ailleurs dans votre logotype. Et le repos, la pause graphique, c'est d'ailleurs ce que vous proposez au travers d'une partie de votre travail commun, puisque vous mettez en image un certain nombre de textes, allant de la poésie aux contes pour adultes, qui sont ensuite tirés en un nombre d'exemplaires limités, signés et numérotés par leurs créateurs. Ces objets de belle finition ont pour vocation de prendre à nouveau le temps de faire une pause, de respirer parmi la multiplicité des discours parlés, écrits et visuels qui nous entourent. Mais avant d'entrer dans les finesses de votre travail au sein de votre atelier, nous aimerions revenir aux origines de votre parcours et de votre pratique en vous demandant d'où vient votre intérêt pour le design graphique à la toute base pour chacun de vous deux. En fait, je pense que c'est pas tant l'intérêt pour le design graphique que pour ce qu'il permet de formuler en fait par sa pratique en fait, par son travail, etc. C'est l'idée pour nous au tout départ, c'était pas tant de faire du graphisme que comme tu l'as dit dans ton introduction, de mettre en forme des textes et de leur permettre de circuler grâce à des images et grâce à un travail graphique qui les valorise en fait et qui leur permettent un dialogue intéressant avec la forme visuelle. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Oui, c'est ça. L'idée, en fait, effectivement, c'est pas le graphisme en soi, même si, évidemment, par notre pratique, on a une sensibilité hyper forte. Mais l'idée, c'est vraiment de transmettre un message. Et donc, c'est la question qui, chez nous, est vraiment récurrente, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie de dire et à qui, comment on le dit. Mais c'est une préoccupation constante. Et en fait, les formes découlent plus de cette préoccupation, plus qu'elle ne précède en fait le projet. Donc la chose qu'on fait au tout départ, c'est vraiment de poser un contenu, d'identifier, qui soit textuel, photographique, par l'image, etc., qui est porteur pour nous d'un sens, et on va mettre en fait le graphisme au service de ce contenu-là. D'accord. Et c'est ça qui fonde en fait tous nos projets et toute notre approche. Voilà, c'est ça. Mais à la base, je veux dire, avant même peut-être vos études, donc vous avez étudié dans le design tous les deux. Moi non. Moi oui, mais école, moi j'ai une formation universitaire en lettres et en sciences information et communication. Mais qu'est-ce qui vous a intéressé avant pour vous diriger vers ces filières-là, en tout cas tout ce qui va être domaine de la communication, peut-être visuelle? Moi c'était vraiment l'étude des discours, la formulation des discours par la forme visuelle. D'accord.
et comment est-ce que cette mise en forme visuelle avait un impact sur un spectateur, parce que je travaillais au départ sur le discours télévisuel, donc sur un spectateur, et comment ce discours était ensuite assimilé, parce qu'il était pensé avec une visée et mis en forme avec une visée spécifique qui le rendait efficace en fait. Moi c'est ça, c'est comment la forme permet l'impact du discours sur la cible en fait. C'est ça qui m'intéresse au tout départ, et puis après par une forme, parce que j'ai une formation en lettres et que j'ai vraiment une sensibilité au texte, et voilà, ce discours un peu scientifique, cet intérêt pour le discours scientifique, il s'applique aussi au discours littéraire, et c'est ça qu'on travaille aujourd'hui, beaucoup plus. C'est ça. Moi, j'ai une formation lettres et arts, en fait. Donc, on était formés au dessin, à l'histoire de l'art, à la philosophie. Ensuite, j'ai enchaîné avec les arts appliqués, donc Olivier de Serres, où j'ai une formation, à l'époque, c'était EVIC, je crois, communication par image, en gros. Ensuite, c'est un parcours assez classique d'agence, plutôt sur une orientation signalétique. Ensuite, c'est un passage en libéral. Donc là, mes premières armes en tant que freelance. Là, je suis graphiste, tout simplement. Après, c'est passage chez l'annonceur, donc à la direction de communication de la société Amundi, c'est de la gestion financière. Donc on change de registre. Et après, c'est à nouveau le libéral et surtout l'enseignement. Et c'est là où vraiment, je pense que je commence à comprendre un petit peu ce que je fais, et où la pratique commence à avoir un sens pour moi qui est au-delà de juste produire pour répondre à une commande client. Avant, je pense que j'étais vraiment dans l'écriture, j'avais pas vraiment d'écriture ou d'intention autre que de pratiquer du graphisme pour gagner sa vie, et voilà, et je trouvais ça ultra agréable parce que quelque part, je suis quelqu'un qui fonctionne avec les images, et donc pour moi, c'est un médium qui est très naturel, sur lequel je suis très instinctif et sur lequel j'ai pas de réflexion réel ou de perspective particulière, sinon celui de faire. Et là où on s'est bien retrouvé, je pense, avec France, c'est que on est dans la pratique et on est dans le faire. Et on théorise assez peu ce qu'on fait. Par contre, on a un soin, une exigence très pointue sur tous les projets, parce qu'on a cette connexion entre le souci de transmettre et la forme au service du propos. Et en fait, je pense que c'est un des points, parmi les autres, qu'on développe un petit peu, sur lequel on est en connexion, et c'est ce moment où ça a pris du sens pour moi, en fait. Avant, je pense que je pratiquais le graphisme pour répondre à des commandes, avec beaucoup de plaisir, mais sans épaisseur plus que celle de gagner sa vie, etc., etc. Et avec Césure, on a pris, je trouve, un tournant où les choses ont plus d'épaisseur et plus de sens aussi. Et donc vous êtes rencontrés par le biais de l'éducation, par le biais de la... C'est ça. À Condé. À Condé. Ouais, à l'école de Condé, voilà. On enseignait on enseigne tous les deux en stratégie de communication visuelle. Moi, je suis responsable de la section donc stratégie de communication visuelle par image. France a rejoint l'équipe un an après. Ouais. Donc, avec d'autres personnes, on n'est pas que deux, on est 5 en noyau. Et toi, maintenant, tu es responsable de la section... du bachelor illustration, à l'école de Condé aussi. Donc, c'est aussi pour ça que dans notre travail, il y a vraiment une ouverture sur l'image au sens plus large, avec beaucoup d'illustrations. L'enseignement, ça, c'est quelque chose qui est... L'enseignement, c'est formidable. Ouais, on aime trop. Et du coup, ça, comment vous y êtes parvenu ? Vous connaissiez déjà l'école ? Moi, pas du tout. Je suis rentré là vraiment... Comme par hasard, je sais vraiment pas. Par hasard. Bonjour. Non, mais ouais, quasiment. Présent. Honnêtement, parce que quand j'étais chez l'annonceur, donc chez Amundi, j'ai quitté Amundi au bout de 5 ans et j'ai eu accès à des crédits de formation en fait. Et je me suis formé à la formation, c'est-à-dire former les gens. Je me suis formé à la prise de parole, à beaucoup de choses qui m'ont en fait permis un peu d'élargir ma palette de compétences, et donc d'avoir un CV un petit peu plus musclé à des endroits où voilà, je ne pouvais pas avant revendiquer quoi que ce soit. Et après, ça a juste été une opportunité que j'ai saisie. Ils fondaient la section master en stratégie de communication et ils cherchaient juste un intervenant. Donc moi, j'y suis allé comme intervenant, mais comme ça. Et avec cette idée de former les étudiants à la réalité du métier de l'entreprise. Je sortais de 5 ans chez l'annonceur, dans une banque. Je
dire que tu sais ce que c'est que la réalité du métier derrière. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir de rationaliser un petit peu l'enseignement en apportant la gestion de projet, la prise de parole, la communication commerciale, plein d'aspects qui ne sont jamais traités dans l'enseignement, notamment des graphistes ou des métiers à appliquer. Et donc l'idée, c'était que moi, j'apportais toute cette strate un peu de savoir-faire qui était l'expertise d'agence et l'expertise client. Et ça a super bien marché. Et en fait, de fil en aiguille, comme les deux responsables qui étaient au-dessus de moi sont morts dans des accidents bêtes, ils ont été appelés à des tâches plus élevées. Et bien, très naturellement, à leur décès, j'ai pris le cœur lourd. Le cœur lourd. L'enterrement est vendredi prochain, si vous pouvez être là. Non, j'ai rien fait de mal. Ils sont pas morts? Non, ils ont changé de poste. Ils ont changé de poste, il y en a un qui est directeur de l'école maintenant. C'est qui ça? Et donc, en 2016, pourquoi et pour qui avoir créé Césure dont la pratique est assez spécifique? Vous parlez beaucoup de transmission et à la fois, donc ce qui est vrai, si vous êtes vraiment dans la recherche d'une forme spécifique et adéquate par rapport au texte que vous mettez en image, et à la fois où il y a un nombre d'exemplaires qui est si limité que finalement on peut se dire que cette transmission s'adresse à assez peu de monde. Donc pourquoi et pour qui, Césure? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vocation pour l'instant à produire des éditions qui soient diffusées largement. C'est pas notre envie en fait, parce qu'on a envie d'avoir aussi une grande liberté de production et en termes de réflexion sur nos objets. Donc pour qui, c'est vrai que la question de la cible, elle revient à chaque objet. Je pense que c'est relativement, c'est évidemment une niche puisque de par le nombre d'exemplaires et le peu d'endroits dans lesquels on peut trouver nos éditions. Mais pour tous ceux qui s'intéressent au texte, qui ont envie de faire un petit voyage dans une petite édition sur un thème donné. Qui s'intéresse aussi à ce dialogue entre la littérature et l'image qui peut la représenter, quoi. Je pense que c'est ça. C'est ça. En fait, la question, en fait, on y répond. En fait, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. En fait, une des réponses, c'est qu'on travaille au tout début, en tout cas, de Césure. On était sur un format de micro-édition, donc on s'est d'abord pensé dans la micro-édition. Donc comme une maison d'édition presque. C'est ça, mais sous le format micro-édition, c'est-à-dire économie de moyens, diffusion sur des lieux qui s'y prêtent. Donc on cherche pas forcément effectivement une cible très élargie. On s'adresse à ceux qui nous connaissent, quoi, en gros. Mais ce qui s'est passé, c'est que les premiers objets qu'on a sortis ont eu un écho plus fort que ce qu'on avait imaginé. Et du coup, on a été entraîné en fait dans le développement de la structure qui au début était juste censée accueillir une édition qui était celle de Rebecca Tolen. D'accord. Et en fait, on a eu un peu de visibilité sur Keyline, on a eu un petit article avec Basile. Ça a donné un petit écho. Ça a été très bien reçu par la Galerie Art Factory qui nous a commandé des exemplaires. Et en fait, ça a eu un effet un peu boule de neige qu'on n'avait pas du tout anticipé et qui nous a obligés, au fil des semaines et des mois, à repenser un petit peu ce qu'on était en train de faire, même si clairement on manque encore un petit peu de recul. On commence à comprendre un petit peu, ce qu'on te dit là, c'est quelque part, on sent que c'est le fondement. Après, on voit bien que ça manque de précision. Par exemple, il nous arrive de sortir des éditions jeunesse, entre guillemets, qui sont inclassables dans une librairie jeunesse, pour des questions de papier, de format, de fragilité, de prix. Enfin, on sent bien qu'en fait, on est d'abord dans une immense expérimentation, et c'est beaucoup, notre moteur, c'est beaucoup le désir de faire des choses, donc autour de contenu, mais aussi beaucoup autour des gens. En fait, le deuxième pilier, c'est les gens. C'est-à-dire que tous les projets qu'on développe aujourd'hui sont d'abord des rencontres. Donc on se force à rien. C'est d'abord une envie avec quelqu'un de construire quelque chose, un travail auquel on est sensible évidemment, mais qui tout d'un coup on a envie de porter un peu ce travail-là avec une proposition qui est quasiment une proposition d'auteur
sur cet artiste, c'est-à-dire le regard de deux auteurs sur un artiste. Et c'est un peu ça ce qui fonde aussi notre démarche, c'est d'abord cette idée d'une rencontre. En fait, je pense que dans le pour qui, la réponse, ça serait ça en fait. C'est-à-dire, effectivement, à l'origine, et même c'est toujours vrai pour Beau temps, mauvais temps, qui est assez récent, pour le travail qu'on a fait pour Benjamin Vissereau, c'est notre envie, c'est de donner à voir le travail de quelqu'un, et de lui apporter une visibilité aussi, parce que c'est des jeunes artistes, par le biais d'un travail éditorial, quoi. Et le premier projet, donc comment ça s'est passé? En gros, ça a été... Vous avez fondé Césure pour finalement cette personne, pour ce texte. Quasiment. Complètement. Quasiment, ouais. Et comment ça a été la démarche? En fait, oui, Rebecca, j'étais tuteur de son diplôme en fait à l'école quand elle a soutenu, et du coup, quand elle a réalisé son diplôme, et donc on avait gardé des liens et tout, et moi j'adorais son boulot évidemment, et moi, puis du coup toi t'as eu un coup de cœur pour son travail. Et du coup, on s'est dit, ici, on essayait de réaliser un livre pour elle, enfin pour nous et pour elle, parce que vraiment là, on savait même pas qu'on allait sortir. Enfin, c'était juste pour se faire plaisir, pour lui faire plaisir. On avait envie de travailler sur son boulot. Et puis la chance qu'on a eu avec Rebecca, c'est que c'est quelqu'un qui écrit aussi, donc on a eu tout de suite et images et texte, ce qui nous a permis de faire un travail qui allait finalement relativement vite. Et c'est très bien pour un premier boulot, parce que sinon on peut s'enliser assez rapidement. Et donc on a pu produire assez vite cet objet, et réfléchi aussi avec elle, parce qu'on travaille beaucoup en collaboration avec les auteurs, donc il y a vraiment un travail au départ d'échange sur les envies, etc. Les vétos aussi, évidemment, ce qu'ils ont envie de raconter de leur travail et ce qu'ils n'ont pas du tout envie d'en dire, etc. Donc il y a eu quand même un grand échange avec Rebecca au départ, et puis ensuite c'était la carte blanche, et on est revenu vers elle un mois après avec la maquette de l'édition, et c'était génial, c'était un super moment, hyper émouvant, parce c'était sa première édition, qui a du coup après déclenché pour elle 4 autres éditions assez importantes, dont une qui va sortir là. Et elle était super heureuse, et nous aussi du coup, c'est-à-dire que c'est vraiment tellement agréable de voir qu'un auteur se retrouve dans quelque chose qu'on a réalisé sur son boulot. C'est une grande satisfaction, ça, c'est vrai. C'est ça, et ça s'est doublé effectivement d'une très bonne réaction de Laurent, de la Galerie Factory, qui a dit tout de suite j'en prends, c'est super, voilà. Donc ça a été pour nous un deuxième signal que quelque part ce qu'on faisait avait une forme de résonance et de sens, d'un point de vue très visuel, très immédiat, et aussi sur le fond. Et puis il y a eu ces 2-3 petites lignes des entrefilés dans la presse qui ont fait que tout d'un coup on a senti qu'en fait on avait posé quelque chose qui était un peu au-delà de ce qu'on avait imaginé au départ. Et ça a du coup amené chez nous la réflexion d'un deuxième projet, qui a été beaucoup plus difficile parce que on l'adore, mais il a été super dur, parce que le premier était très instinctif, et le deuxième il fallait rester sur cette énergie, mais en même temps on sentait bien que puis on travaille sur la photographie, donc c'est aussi autre chose que sur le dessin. C'est autre chose. Et puis mais on voulait pas faire un livre de photos du tout non plus, donc on voulait faire de l'image un peu graphique avec ses photographies. En fait, c'était un peu compliqué, mais finalement ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on l'a sorti, et ensuite c'est devenu une évidence, je pense qu'il fallait continuer. Et c'est à chaque fois, c'est juste un énorme plaisir en fait qu'on fait ce qu'on fait avec Césure, et on n'a pas d'autre quelque part cahier des charges que ça. Ouais. C'est un peu votre cours de création. C'est notre danseuse, quoi. Finalement. Mais le public, c'est vraiment c'est sûr. C'est ça. Si vous voulez tirer une première carte. France. Allez. La main innocente. Ça, c'est la bonne. Pourquoi avoir mis cette carte? Honnêtement, pour moi, cette école, ça a été vraiment un tournant. Et je pense que c'est pour la rencontre avec France, mais aussi pour ce qu'est cette école et ce qu'elle propose. Ce qu'elle proposait il y a 5 ans déjà, ce qu'elle propose aujourd'hui, c'est vraiment un endroit... c'est très difficile de décrire, mais c'est un endroit où on a beaucoup d'espace de liberté, où en tant qu'enseignant, on peut faire beaucoup de choses, avec des relations avec les étudiants qui sont assez formidables, et on apporte beaucoup et on reçoit beaucoup aussi. Et je pense que Condé a été un espèce de point de pivot. Ils nous ont aussi accompagnés sur Césure à plusieurs endroits,
quand il s'agissait de parler un peu de nous, des choses comme ça, ou de nous faire des retours sur ce qu'on produisait. C'est aussi l'endroit, c'est le vivier, quelque part, puisque tous les auteurs, quasiment pas tous, mais quasiment tous, sont issus de cette formation d'illustration ou de photographie, ce qui était photographie. Non, illustration aussi, ouais. Donc bref, c'est un espèce de point de... Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont jouées là, et qui continuent de se jouer là. Et puis aussi l'envie de césure au départ, c'était parce que comme on enseignait tous les deux, en fait, dans notre enseignement, on a une partie de l'enseignement qui est du suivi de diplôme, on est tuteur de diplôme, et on le fait en binôme. Et c'est vrai qu'on construisait avec des étudiants des projets un peu toute l'année, quoi. Et des projets qui nous faisaient super envie. Et puis ils n'allaient jamais où on voulait. Et puis ils allaient tu devrais faire ça, ce serait tellement formidable. Oh non, t'as fait autre chose, ok, c'est ton projet. Tant pis. Et puis, du coup, un jour, au fur et à mesure du temps, on a commencé à se dire, après tout, pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas notre projet ? Ouais, carrément. Et du coup, voilà, ça a été aussi un déclencheur. Ouais. Donc oui, Condé a une grande place, c'est clair. Très grande place. De toute façon, dans notre vie professionnelle, parce qu'on y enseigne beaucoup. Et puis, même par rapport à Césure, oui, c'est très lié, c'est sûr. Donc c'est une bonne carte. Tu roules d'autres cartes. Il en faut une autre ? Oui. Ce sera les cartes, je crois. Les 4, pardon. Alors, décélération. Tu commences ? Mais pourquoi ce mot ? Pour la respiration. La respiration, la pause, ouais. La décélération, je pense que ça a été quand même un des... En fait, bon, pour tout te dire, on a fondé Césure un peu au moment des attentats. Et c'était un moment où tout s'emballait et on s'est dit, il faut qu'on se calme, il faut qu'on parle. Et on sentait qu'on avait besoin de dire quelque chose. Ça a aussi, quelque part, démarré sur ce registre-là. Et la décélération, je pense que c'est une des choses, en tout cas, dont on a eu besoin à un moment donné, parce qu'on était un peu tous dans une espèce de folie. Enfin, on était tous égarés, quoi. Enfin, on sentait qu'on était paumés. Et cette idée de ralentir et d'aller jusqu'à la pause et la respiration, c'est complètement ce qui a fondé quand même notre démarche et notre désir de travailler ensemble. Oui, en fait, on a été à ce moment-là un peu, comme tout le monde, oui, comme tu dis, même pas écœuré, mais saturé par des images, des discours de communication qui étaient omniprésents et qui le sont toujours et qui n'étaient pas plus omniprésents là que 2 ans avant, mais c'était un constat comme ça de ce robinet ouvert là qui se contrôle plus et que plus personne ne contrôle, et c'est une réalité. Et effectivement, de ça est né ce besoin de se dire, mais on peut dire des choses sans que ça soit dans l'urgence. Nous, on n'a pas d'urgence, alors profitons-en. Ouais, c'est ça. Et oui, l'idée de la respiration, on sentait ce besoin de prendre une bouffée d'oxygène, quoi, vraiment. Et pourquoi finalement décélérer ? Pourquoi proposer des pauses visuelles ? Parce que c'était notre envie de nous-mêmes, on aurait eu envie à ce moment-là qu'il y ait des pauses autour de nous, qu'il y ait ce temps d'arrêt qui nous permette de comprendre, de comprendre, d'assimiler. Personne n'assimile rien de ce qui passe devant nos yeux, on le sait bien, hein. On n'a pas du tout la faculté mentale de réussir à réellement comprendre, on est simplement choqué par les images et par les mots, et c'est tout, et on les subit évidemment, et bon, et c'est pas je dis pas ça, on n'est pas des victimes de ça, parce qu'on accepte de vivre dans ces systèmes là, et voilà, mais même si on n'est pas victime de ça, on avait envie de proposer un espèce de retour à une forme de, je sais pas si essentiel, c'est un peu un mot très galvaudé, mais à une forme de base, quoi, et nous de prendre le temps de faire nos objets de façon un peu artisanale comme ça, et de proposer aux auteurs de prendre le temps de faire des images qui signifient quelque chose, et de prendre le temps d'aller chercher dans les textes des mots qui résonnent avec une grande force parce qu'ils existent depuis des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Enfin voilà, toute cette espèce de recul un peu, on avait besoin de prendre du recul, je crois. Et on a toujours besoin. C'est une chose pour le lecteur aussi qui va bien avoir cet objet entre les mains. Bien sûr. C'est des choses qui se lisent très lentement. Honnêtement, Vous avez fait des lectures, par exemple, des moments de pause, par exemple Non, alors on a fait des dédicaces, mais on n'a pas fait de lecture. Ce serait aussi une pause. Oui, c'est vrai que c'est vrai. Oui.
Mais c'est vrai que dans les thèmes en plus qu'on traite, c'est des thèmes qui proposent de prendre le temps. La lenteur. Qui proposent de prendre ce temps et saisons, ce recul. Et ça devait être un calendrier à la base, c'est devenu un imagier. En fait, on passe par plein de phases. Par exemple, le nom de Césure même, c'est une invitation, évidemment, à la pause, en fait, tout simplement. Je pense que ce mot, il a fait écho pour nous deux, et il s'est imposé assez vite, parce qu'aujourd'hui, c'est consubstantiel. Pour moi, c'est de l'ADN, quoi. Et voilà, et tout est construit comme ça. Les choses se regardent lentement. En tout cas, c'est ce à quoi on aspire. Parfois, il n'y a pas de mots. Comme Benjamin, il y a 3 mots-clés. Rebecca, c'est le langage des rêves. Donc, c'est des mots qui se promènent comme ça. Ils sont traduits comme ça, sans exigence de sens. Mais c'est de l'intuition sur de l'intuition sur de l'intuition. Guarana, c'est un texte sur un mythe fondateur du Brésil. Donc, on est sur des histoires très, très, très anciennes. Tout est lié quelque part à cette question du temps et de la mémoire, du souvenir. Mais c'est beaucoup le temps lent, en fait. Homère. Des choses qui s'étirent. Voilà, et tout est construit sur cette durée. Je vous invite, je pense qu'on va continuer d'en parler avec les cartes suivantes. Tu y vas Poésie. Alors, on n'a pas encore travaillé réellement sur la poésie, mais c'est une envie. C'est une envie, il y a eu des tentatives. Mais c'est vrai que je pense que le ton poétique, c'est un ton sur lequel on travaille beaucoup dans votre site aussi. Ouais, dans tout notre travail, ouais. Je pense que oui, ça fait partie d'une forme, je pense. De l'identité un peu de ce qu'on propose, ne serait-ce que parce qu'on travaille sur la résonance de toute façon entre des mots, entre des textes, entre des images, la rime se fait un peu toute seule aussi, je pense, et puis on a la chance de travailler avec des auteurs, illustrateurs, photographes qui ont beaucoup de poésie dans leur travail. Oui, tout à fait. Et qui travaillent sur la figure de style dans leurs images énormément aussi. Donc effectivement, voilà, je pense que ça traverse un peu toute notre production, ce ton poétique, mais la poésie même, on aimerait vraiment travailler dessus dans un projet prochain. Oui. Le genre poétique, voilà. Oui, c'est sûr. Après, épique, c'est déjà c'est du chant, donc on est tout près. Morag, c'est de la fable du 19e. Non, tout le monde l'appelle Moragas parce que tout le monde, je sais pas pourquoi. Morales, tout le monde dit Moragas. En fait, c'est Morag. Voilà, non, mais je me l'explique pas. C'est des morales de femmes. C'est des morales, donc c'est morale, mais nous, maintenant, on est devenu aussi Morales. Du coup, morale, c'est de la fable, donc on n'en est vraiment pas loin. On est des pieds, il y a des pieds. La gestion typographique est tournée vraiment sur cette structure-là. Mais voilà, mais c'est vrai qu'en tant que genre, on n'a pas encore exploré. Après, on a plein d'envie, donc c'est juste une question de temps. Et puis aussi, c'est assez difficile de faire matcher, je trouve, de la poésie et de l'image. C'est pas si évident que ça, de la poésie pure. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas encore trouvé l'articulation, le bon contenu, etc. Mais c'est une envie qu'on a. Ça viendra. Ouais. Mais finalement, oui, c'est amusant ce que je dis ce mot-là, alors que vous n'avez pas traité de poésie. Mais pour moi, c'est évident que ça traite de poésie. Ouais. Dans la manière. Ouais. Si vous voulez la dernière carte, on a déjà plus ou moins parlé. Texte. Pour le choix des textes, comment ça se fait? Le choix des textes, c'est... En fait, c'est des envies au départ aussi de travailler sur le genre littéraire. Au-delà du texte en lui-même, il y a cette envie de traverser des genres, le conte, la fable, le dicton, l'épopée, et puis un peu le rapport comme ça de rêve. Donc c'est l'idée de travailler sur la forme littéraire, et ensuite de se demander quel contenu, sur quel contenu on aurait envie de travailler. Et puis il y a la question du droit aussi, des textes
libre de droit, donc ça c'est un prérequis évidemment, sauf pour les textes qu'on écrit nous, auquel cas là il n'y a pas de problème, mais il faut trouver des textes libres de droit, et puis parfois c'est aussi les auteurs qui peuvent eux fournir des textes. Bon, Benjamin avait fourni une base, après on retravaille aussi beaucoup nous les contenus écrits. Voilà, il y a quand même vraiment cette envie d'expression de la littérature qui est très forte et qui est moteur dans la définition des projets, parce que aussi les illustrateurs et les photographes avec lesquels on travaille ont un univers qui est déjà très empreint de toute cette culture, de toutes ces images qui sortent des livres et qu'on a tous en tête. Et donc leur travail nous amène aussi à avoir cette envie-là. Ça se croise vraiment. Ça se croise, oui. Parfois, par exemple, pour Marie-Pierre Brunel, donc Morale, c'est vraiment ces images qu'on finit par guider le choix de la fable, en fait. Parce qu'on regardait ces enfants en train de crier. Vous voyez ce que ça donne, les images de Marie-Pierre? Je sais pas. Ce sont des enfants qui... Ah oui, avec des mises en page qui rappellent une forme un peu classique. C'est ça, exactement. Voilà. Exactement. C'est ça. Mais effectivement, oui, c'est... Là, c'est vraiment l'image qui a fini par nous amener à la fable. On n'avait pas d'idée préconçue de la manière dont on pouvait construire ça. C'était l'idée que ces enfants donnent une leçon, en fait. Exactement. Ce sont des figures de l'inconscient qui viennent nous rappeler des choses de bon sens. Donc on a été chercher des fables qui traitaient de la question du bon sens et de la justice. Et puis après, on voulait pas... Il y a aussi cette idée de faire découvrir aussi un peu des textes. On n'avait pas envie d'aller vers La Fontaine ou Plaute, voilà, qui sont des textes ou Ésope, qui sont hyper usités. Et ces fables un peu très populaires, en fait, allemandes... avait beaucoup de valeur littéraire aussi, donc ça nous intéressait de ressortir des morales qui ne sont pas les morales qu'on a apprises à l'école. Et puis, c'est une impression... Là, on est sur de la quadrille numérique. Vous avez fait aussi, en fonction, vous choisissiez, il y avait un projet en risographie. Il y en a deux en riso, ouais. Et le choix des typos, par exemple, tout ça, c'est la partie davantage. En fait, moi je suis DA et France directrice éditoriale, mais quelque part, aujourd'hui, la frontière. On se croise aussi, le coup. En fait, on travaille ensemble tout le temps. Oui. Ouais, il n'y a plus donc, de. Sauf dans la préparation des projets, moi je suis plus sur les textes, voilà, plus sur mettre en place une maquette. Ouais. Mais après, une fois que les bases sont posées, on travaille vraiment ensemble. Hein. L'expertise maintenant elle est complètement croisée, et dire où ça commence et où ça finit, c'est quasiment impossible. Justement, est-ce qu'on peut rentrer dans un de vos projets et on voit un peu tous les fins détails Est-ce qu'il y a une préférence que vous avez sur ce que vous avez pu voir sur le site? Celui sur lequel il y a une identification peut-être. Celui-ci, voilà. Oui, c'est ça. Ça c'était bon, hormis le livre, enfin les éditions, c'est aussi une super rencontre, comme toutes les autres, mais avec Benjamin qui est un photographe et qui était aussi à l'école de Condé et que j'ai connu en cours en fait, et qui est un garçon génial, enfin super gentil, super qui est bourré de talent et puis surtout qui a un univers qui nous plaît beaucoup. Il travaille de façon très artisanale en argentique. Il a vraiment une façon de réfléchir ses images. C'est un moment, une image. Donc il choisit vraiment ses prises de vue, etc. avec beaucoup de soin. Et donc effectivement, en fait, au tout départ, on a vu Benjamin parce qu'on voulait travailler sur ses gravures, parce qu'il fait de la gravure aussi. Tout à fait. Et en fait, il nous a apporté des photographies en même temps. Et donc on s'est dit, on va faire un livre gravure et photo. Et puis finalement, c'est pour ça aussi que le process a été assez long. C'est qu'au départ, on ne le voyait pas du tout pour travailler là-dessus. Et puis finalement, on a travaillé que sur ces images photographiques. Et ces images en tant que telles n'existent pas. C'est des superpositions de deux photos, une sur une trame or et une sur une trame vert d'eau. Et ça, c'était un risque en fait, parce que dire à un photographe, j'ai pris tes photos et j'en ai fait une nouvelle. Ah, donc
c'est pas lui qui a finalement fait ces images. Ces images ont servi de base. Pour reconstruire, en tout cas pour celle-là, pour cette image qui est devenue un peu emblématique, qui est celle vraiment d'Oslo-Bergen, c'est un peu celle qui représente le mieux le projet. En tant que telle, elle n'existe pas. C'est l'addition de 2 images à lui. Donc il y avait une prise de risque comme ça par rapport à son travail. L'autre point, c'est que la risographie, c'est vous le connaissez en tant que technique, il y a un cahier des charges qui est assez pointu, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'accidents, on ne sait pas trop où ça va, il faut faire attention aux ancrages. Donc les contraintes techniques sont assez fortes. Et il y avait ce risque avec le travail de Benjamin de ne pas savoir du tout en termes de rendu ce que ça allait donner, de donner des pleins pots comme ça. C'est complètement déconseillé avec la risographie. Mais quelque part, on avait envie de le tenter, donc on l'a fait. Et le retour de Benjamin là-dessus, ça a été de dire qu'en fait, ça renforce en fait sa propre démarche. C'est-à-dire que lui-même travaille en fait avec des pellicules périmées en argentique. Donc il est beaucoup sur l'accident, le grain, la lumière qui va pas, la surex, etc. Et lui, il a vu ce travail-là, même si nous, on l'a fait de manière un peu instinctive, mais sans trop savoir ce qu'on faisait. Il l'a vu comme la prolongation, en fait, quelque part, de son propre travail. Alors qu'il aurait pu dire, mais vous avez dénaturé mon travail, ça n'a rien à voir avec ses photos à lui. Oui, parce que ses photos sont couleurs, etc. Ses photos sont couleurs, etc. Tout petit format. Et quand il a vu ça, il a dit, mais j'adore. Alors que nous, on était en mode... Si t'aimes pas, on comprend. Si t'aimes pas, on comprend. Tu vois. Et en fait, il a adoré. Mais ce qui a été dur dans ce projet, c'était pas cette phase-là. C'était la genèse, vraiment de se dire, mais... après, c'est une signe. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'en fait, on sentait qu'on était en train de prendre une direction. Mais la direction qu'on prenait n'était pas encore très bien définie. Et finalement, c'est celui qui a eu le plus de succès, en fait. Ah oui ? Celui-là. Ah, celui-là est très très apprécié. Ouais. C'était le second projet. C'était le second, oui. Parce qu'il est relativement radical, en fait. Ouais. Voilà, ça a été... Alors là, c'est les éléments de récit de Benjamin qui ont été évidemment réécrits. Donc de quoi ça parle en fait ça... En fait, c'est un temps, il est parti 3 semaines en Norvège, et c'est un temps de son voyage qui a duré 36 heures, où il a rejoint, il est allé de Oslo à Bergen à pied, en fait, sac au dos, seul dans la forêt. D'accord. Et donc, c'est 36 heures entre Oslo et Bergen, et cette traversée de la forêt, après des fjords, après il a repris un bateau, enfin, c'est une espèce d'errance comme ça... enfin pas tout à fait une errance parce qu'il y avait un parcours qui était, mais en tout cas cette solitude, se retrouver seul face à la nature et voilà, donc ça raconte heure par heure un peu ce parcours. On est sur le journal de bord. Ouais. L'idée c'était d'exprimer cette idée en fait. Donc les textes vont dans ce sens-là, la structure heure par heure raconte ça. Il y a les lieux, on avait hésité un moment, on ne l'a pas mis, mais avec les coordonnées géographiques. Enfin, et puis en fait, on ne comprenait rien sans voyage, donc on a laissé tomber. C'était dans les bois, quoi. Mais voilà, il y a eu toute une histoire qui s'est construite petit à petit. Et puis on a travaillé sur le générique de film, voilà, parce que c'est pour ça que le texte est à la fin. Parce que lui est très très imprégné de culture cinématographique, notamment de films des années 70. Donc on trouvait ça intéressant aussi que le texte raconte un peu ça dans sa mise en forme. Et peut-être on peut montrer Bateau Givre quand même, parce que la tension entre les deux est intéressante. Parce que du coup on a refait un projet avec Benjamin, là, le dernier qu'on a réalisé. En fait c'est un double projet, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur une exposition avec lui. Donc on a fait un travail de curation pour l'exposition à Paris chez Artefact, et on a réalisé un journal pour cette exposition. Qui s'appuie sur le texte de la convention de sa résidence, parce que l'exposition était sur une résidence qu'il a faite au Groenland, sur un chalutier pris dans les glaces pendant 1 mois l'année dernière. Et donc le texte s'appuie sur le journal s'appuie sur le texte de la convention, qui était assez intéressant parce que il souligne l'aspect hors norme de cette résidence, d'un glacier pris dans les glaces d'un chalutier pris dans les glaces, il n'y a pas d'eau, il faut faire la vaisselle dans des bidons, enfin voilà. Et puis la pression psychologique est très forte, et qui alterne ce texte avec des photos plein pot d'une des séries qu'il a rapportées de cette résidence.
D'accord, je comprends en fait. Le manguier, c'est le nom du bateau. C'est le nom du bateau. Donc il y a des phrases qui paraissent très poétiques. Et en fait, c'est des extraits, des textes qui correspondent sur votre site. Okay. Ouais. Et oui, sur le site, ce sont vraiment des extraits de la Convention. Donc il y a cette idée, je ne sais plus si la phrase c'est sur justement la contrainte, être conscient que la contrainte psychologique et physique est forte ou quelque chose comme ça, et ces contenus-là sont assez forts et dialoguent assez bien avec ces images. Et à la fin, il y a... Et là, on l'a remis dans son entièreté. Et le bateau givre, en fait, c'est le nom de l'association, et le manguier, c'est le nom du bateau. D'accord. Et donc là, c'est plus un journal, encore une fois, qui accompagnait l'exposition et qui est une espèce de mémoire un petit peu de son voyage. Et là, ce qu'on avait envie de faire, c'était d'explorer d'autres formats aussi. Donc il y a une structure qui est imprimée en Angleterre qui permet justement de faire des très grands formats. Donc c'est des choses qu'on explore de plus en plus. On a pas mal de protos qu'on n'a pas développés ou finalisés, mais notamment pour Guarana et pour Moral, où on a des très grands formats. Permet d'explorer les matières, les formats, les tailles d'images, etc. Donc vous allez de plus en plus vers l'édition qui n'est pas que de l'édition auto-éditée. Vous allez aussi vers des commandes. Ça vous arrive Alors oui, on travaille. On travaille ça. Voilà, on y travaille. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais pour autant, on a quand même envie de continuer cette partie du travail auto-édité parce que ça nous permet quand même d'avoir une liberté de réalisation qui est assez importante, quoi. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dans la pochette là? Toute la partie interdite. Typiquement, c'est des choses qu'on a envisagées, qu'on n'a pas gardées. Mais peut-être qu'il faut les mettre au regard de ce qu'on a gardé. Ouais. C'est aussi grand. Non, ça c'est une image. Ça c'est une image, ouais. Ça c'est le tiré à part, parce que chacune de nos éditions, à part Bateau Vivre, ils ont tous des tirés à part numérotés signés. Ça c'est le tiré à part de Guarana, qui est un conte pour adultes, voilà. Et qu'on a envisagé sous cette formule-là, par exemple. D'accord. Donc on l'a envisagé aujourd'hui, c'est ça, avec son affiche, entre guillemets. On l'a envisagé donc sous un format beaucoup plus grand, sur des papiers fins, mais aussi on a exploré un moment, mais là c'était avec pas les sous. On l'a envisagé aussi, tu vois, sur des papiers beaucoup plus épais, sans reliure, juste en plié. Voilà, ça c'est des choses qu'on explore. Par exemple, dans la première version, on avait imaginé d'inclure le texte sur la première. C'est-à-dire que donc on est dans des recherches en fait, parce que c'est complètement expérimental de ce point de vue-là. Les tailles de typo, on se pose à chaque fois la question. Ici c'est très bien, mais pour de l'édition jeunesse, on sait très bien qu'un corps de texte comme ça, c'est beaucoup trop petit. Pardon. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on tente. On a essayé aussi d'autres gammes de couleurs, d'autres matériaux. Donc ça, ces tests-là, vous les faites à Condé? Non, chez l'imprimeur. Chez l'imprimeur, ouais. Ça, en fait, on voulait ressortir une autre version de Slow Bergen en numérique. Ouais. Avec un autre travail un peu sur les photos, puis finalement on a la maquette mais on l'a pas sorti. On l'a pas sorti, puis tout le monde nous a dit mais il est très bien, il est très bien votre projet. Et du coup, je trouve plus le photo de Morales. Tu l'as? Ouais. Okay. Donc pareil, là, c'est même pas grand, c'est très très grand. En effet. C'est impressionnant le nombre d'essais que vous faites aboutis. Jusqu'à ce qu'on soit content. Jusqu'à ce qu'on soit content. Et ça, Marie-Pierre, elle l'a adoré en fait. Donc là, c'est juste une question de temps avant qu'on sorte, je pense. Parce qu'on en a, en fait, là, c'est pas la version définitive, mais on a cette version-là avec les textes intégrales. C'est-à-dire que là, ce sont juste des exergues de la morale, mais on a le même avec tout le texte. Et l'idée sur un très grand format comme ça, ce serait justement d'avoir l'exergue, mais aussi l'intégralité de la fable,
par opposition au livret qui est une synthèse quelque part de la morale. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez peut-être sortir en plus. Voilà, ça c'est dans... Oui, mais surtout, ce sera pour Marie-Pierre. Ce sera pour Marie-Pierre, voilà. Ce sera un c'est pour l'auteur. Non, en fait, elle a un réseau assez important, donc c'est une commande si tu veux là pour le coup. Ce serait une commande. Ce serait de dire, bah oui, moi ça m'intéresse de le mettre parce qu'elle fait beaucoup de salons. Donc elle a un réseau de distribution. Donc ça l'intéresse. Totalement. L'image en fait, ne serait-ce que la couleur et la texture. C'est pour ça qu'on l'a pas sorti. C'est pour ça qu'on l'a pas sorti pour tout te dire, ouais. Parce que ça, c'est sûr que ça. En plus, on a eu la chance d'avoir de très très belles photos par le frère de Grégoire, des tableaux de Marie-Pierre en studio et tout. Et c'est vrai que là, on perdait vraiment beaucoup la beauté des couleurs, quoi. Donc voilà, c'est plein d'essais en fait de tout ce qu'on ne garde pas en fait. Mais en fait, on raffine nos produits un peu jusqu'à ce qu'on soit. En fait, je sais pas comment dire, mais quand on travaille, on sent quand le projet se renforce ou quand il s'affaiblit. C'est-à-dire que des fois, on a des super idées sur le papier, on les met à l'épreuve. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas du tout, alors que ce serait super, mais ça marche pas. Dans ces cas-là, le temps est très utile, parce que justement, le temps, c'est prendre le temps d'accepter de renoncer à certaines choses pour arriver à la chose qui marche, qui fonctionne, où chaque chose renforce le propos. Et Epic, ça a été ça, je trouve, ça a été un de ceux sur lesquels on a... mais même le beau temps, mauvais temps. Beau temps, mauvais temps plus qu'Epic. Plus qu'Epic. On est passé par plein de phases, en fait, où on voulait faire un calendrier. Mais un calendrier, c'est soit un calendrier où tu mets les bonnes dates, soit c'est ce qu'on appelle un calendrier perpétuel, c'est-à-dire un calendrier où tu as juste les mois, mais les dates comptent peu, etc. Et on a fini par arriver à cette synthèse. En fait, Eungine, qui est l'illustratrice, nous a sorti une telle qualité d'illustration qu'on s'est dit ça peut pas être un calendrier, en fait. C'était trop fort ce qu'elle a fait. Bah oui. Vous vouliez mettre en avant davantage l'illustration et le texte du calendrier aurait été... pesant en fait. On lui avait mis, ça marchait. Ça fonctionnait bien, mais en fait le problème du calendrier, c'est qu'il y avait aussi ce côté objet, et on avait envie un peu de sacraliser l'image, et encore une fois l'objet désacralise un petit peu quand même, et surtout l'inscrit dans un autre mode dans un autre contexte de diffusion qui est plutôt celui de la décoration, etc. Et on voulait pas un aspect décoratif, on voulait vraiment que ça prenne toute sa valeur littéraire. Très beau. Ouais. Elle a fait un travail extraordinaire, elle est vraiment brillante. Ouais. Et du coup, le renoncement au calendrier, à l'objet, etc., ça a pris du temps. Et on est arrivé petit à petit sur le dicton. Les images étaient tellement fortes, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne laisse que les images ? Bref, ça a été tout un truc. Et on a fini par garder, en fait, juste l'entrée sur la saison et les dictons. Je connaissais même pas ces dictons. Ils sont retravaillés, ils n'existent pas en tant que tels, à part un ou deux. Celui de décembre, je l'ai pas touché. Et voilà, mais en fait, on les a. C'est super quand on voit ce qu'elle a produit là, en termes d'image. Et une petite question purement technique, on peut trouver ça au Montant-Vert ? Alors, Artefact, le beau temps, mauvais temps, je sais plus s'il est au Montant-Vert, mais au Artefact, c'est sûr que oui. Chez Artefact ou sur notre site, oui. Et il y a une version aussi chez Launay. Oui, il y a une version chez Launay. Mais sans le tirer à part. D'accord. Oui, qui n'est pas numéroté signé. Voilà. Et ça, dans un autre genre encore, c'est l'édition chorale en fait, puisque c'était lié à une exposition. Et l'idée, c'était de faire cohabiter des univers d'illustrateurs qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, sans tomber dans le catalogue d'exposition. Et l'idée, ça a été effectivement, après maintes réflexions, de construire ce lexicomérique, c'est à partir de la lettre, du mot, de la citation, et de le relier à une œuvre. Donc ça c'était en
en lien avec une expo. Alors en fait, voilà, ça c'était un collectif d'illustrateurs qui s'appelle le collectif Jaune Cochon. Ils sont à la butte aux Cailles, voilà. Et en fait, ils réalisent tous les 2 ans un événement où ils font venir d'autres illustrateurs. Ils ouvrent le collectif à d'autres illustrateurs. Et là, cet événement prenait la forme d'une exposition. Sur un thème, donc on a travaillé avec eux à la définition du thème de l'exposition, on a travaillé sur le naming de l'expo, la communication, l'accrochage, l'affiche, etc. Et donc ils ont fait venir 30 illustrateurs, enfin 25, sur le thème de l'Odyssée. Et donc chaque illustrateur a produit une image sur ce thème, c'était des petits formats A5. Et nous, sur ces 30 images, on a fait une sélection parce qu'on ne pouvait pas tout intégrer, ça aurait fait une somme trop importante. Et puis, il fallait aussi une unité, etc. On a pensé, en fait, une espèce de catalogue de cette exposition, une publication liée à une littérature autour de l'exposition. Mais justement, on voulait échapper à la forme du catalogue. Et puis, et donc, on a réfléchi à un genre littéraire, une forme littéraire et livresque qui pouvait rassembler plusieurs univers comme ça. Effectivement, ce qui est venu très très vite, en fait, c'était le dictionnaire. Et puis ensuite, ça s'est un peu précisé avec l'idée du lexique autour de l'Odyssée d'Homère. Et ce qui est venu aussi relativement vite, c'était l'envie de faire vivre le texte d'Homère, qui était complètement absent de l'exposition, puisqu'il n'y avait que les images. Donc on voulait que dans cette édition, le texte fondateur soit présent. Et vous aimeriez donc avoir des opportunités comme ça on va dire, de revisiter, revoir le mode éditorial qui va venir accompagner les expositions. Enfin, ça oui, c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on adore faire. Des expositions ou autre chose, hein, je sais pas, dans n'importe quel contexte où on peut avoir finalement de l'édition. En fait, c'est pour ça que là, il y avait déjà cette expérience avec Jaune Cochon, et puis là, on a vraiment travaillé, nous, sur l'exposition de Benjamin, parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir comment, hors la page, l'image peut s'exprimer, le texte peut s'exprimer, et voilà. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup. On explore. On explore beaucoup. Et on a envie de continuer à travailler là-dessus, vraiment beaucoup. L'idée d'avoir des éditions un peu concept autour d'une exposition qui donc ne soit pas juste le catalogue de l'exposition, c'est un des... D'un autre point de vue. Ouais, ça c'est vraiment ce qu'on... Voilà. C'est une de nos réflexions actuelles, Donc oui, je pense qu'à terme, là, on va développer des projets pour des galeries, c'est juste une question de temps et d'opportunité. Mais ça va se faire parce que c'est un peu effectivement notre point fort aussi. On va passer à l'objet surprise. Alors, on était un peu on a vu donc sur le site l'objet surprise, donc on était un petit peu, on savait pas quoi vous montrer en fait. Et puis après, en réfléchissant, on s'est dit que on a choisi celui-là, mais ça aurait pu en être un autre. Mais l'album jeunesse, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup tous les deux. Et qui est un moteur aussi d'inspiration, parce qu'il y a vraiment des choses superbes qui se font, et surtout c'est un très très beau vecteur d'expression de l'illustration. Aujourd'hui, c'est peut-être les derniers livres d'artistes à des prix abordables aujourd'hui, et donc ça nous passionne beaucoup, ça nous intéresse beaucoup, et donc on a choisi celui-là parce que c'est un livre silencieux. Donc là, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Contrairement à ce qu'on fait nous, mais par contre, il y a une narration qui est très très intéressante et très belle, et qui est très lisible en fait au travers des images, et aussi parce qu'on aime beaucoup cette illustratrice Junko Nakamura, qui édite chez Memo, et qui voilà, avec qui on n'a pas eu la chance de travailler, mais pas pour l'instant, peut-être un jour, hein. Et si tu nous entends, et qui fait voilà si tu nous entends, et qui fait un boulot magnifique, vraiment vraiment, avec beaucoup de finesse, énormément de poésie. Voilà, et là c'est une histoire un peu fantasmée de la visite d'une maison en fait qui se transforme en une maison de chat alors qu'elle l'est pas au départ, et avec une atmosphère hivernale très chaleureuse, et qui reprend les codes d'un livre des années 50 qui s'appelle Bonsoir Lune, qu'on aime beaucoup aussi, voilà, que tu m'avais fait découvrir. Voilà. La visite. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin à transmettre?
travers le radiographe. On l'avait pas préparé. Non, j'ai pas. Oh là là. Moi, à part vous remercier. Oui, voilà. Que franchement, c'est. En fait, on se demande toujours un petit peu comment. Parce qu'on, vous l'avez compris, on est en train de se définir en fait au quotidien. Et le genre, en fait, s'exprimer, ça aide en fait à préciser aussi ce qu'on fait. Et je trouve en fait que tes mots-clés sont vraiment intéressants. Oui. Parce qu'ils ont pointé vraiment des choses en fait enfin, on sent que du coup, quelque part, vous sentez ce qu'on est en train de faire. Parce que les mots importants sont là. Et le fait qu'on ait pu parler dessus, quelque part, c'est que le travail journalistique est bien fait. Mais c'est aussi que quelque part, les messages passent. C'est-à-dire que ce qu'on donne à voir n'est pas si éloigné de ce qu'on est en train d'essayer de faire. Je pense beaucoup à la pause, à Condé. Je pense que c'est deux gros piliers intéressants notamment. Donc oui, merci à vous. Merci également à vous, France et Grégoire, pour votre chaleureux accueil et pour ce moment très agréable passé en votre compagnie. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Nous espérons que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur iTunes ou sur SoundCloud. Nous sommes toujours à l'affût de critiques constructives afin de nous améliorer. Pour une expérience plus complète, avec notamment des images et des bonus, vous pouvez aller faire un tour sur notre page Facebook ou notre blog Medium en tapant le radiographe. Rendez-vous vendredi dans 15 jours, à 18h, pour un nouvel épisode. À très bientôt!